Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'émission mensuelle où je vous résume tout ce qu'il s'est passé dans le monde de Flutter. Malheureusement, j'ai toujours pas décidé du nom, alors peut-être que pour cet épisode on va dire que c'est le changelog du mois de mars. Voilà, on va essayer de faire assez simple. Bien sûr, cette vidéo elle est chapitrée, mais dans l'idée on va aller du plus général au plus spécifique, sachant que normalement la prochaine vidéo qui aura donc lieu dans un mois, c'est-à-dire début mai, eh bien elle devrait presque annoncer la prochaine version stable, car normalement la prochaine version stable justement elle sera présentée à la Google I/O, c'est-à-dire le 10 mai. Allez, je vous blablate pas plus et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la stratégie et la feuille de route qui a été présentée cette semaine, et même plutôt qui a été actualisée par Tim Smith, qui est le monsieur Flutter de chez Google. D'une manière générale, juste après le Flutter Forward, la stratégie avait déjà été affichée sur le wiki, je vais donc uniquement vous dire ce qui a changé, mais vraiment très rapidement. A priori, Google aimerait proposer ou s'intégrer à un outil qui permet de concevoir des interfaces, donc dans notre cas c'est-à-dire créer des widgets, et ce à l'aide de la complétion par machine learning ou alors avec du low-code. Alors pour ce qui est du low-code, c'est déjà un peu le cas avec Flutterflow qui a d'ailleurs annoncé un Flutterflow AI Gen dans le courant du mois, mais bon pour le moment c'est uniquement en bêta fermée et ça semble plutôt être fait pour le code. Bon bref, on va voir ce que ça donnait, mais pour le moment ça reste un sujet un peu mystérieux. Ensuite, ils avouent qu'il y a eu des victimes entre guillemets dans les licenciements chez Google et que par conséquent des choses qui avaient été annoncées peut-être qu'elles ne pourront pas être faites. Côté plateforme, maintenant sur iOS, ils veulent mettre leur dépendance sur le Swift Package Manager. On pourra donc peut-être dire au revoir à Cocoa Pods. Et encore sur iOS, ils vont mettre les widgets Cupertino, en tout cas ils vont essayer de les améliorer, pardon. A noter maintenant que sur Windows et macOS, le travail pour supporter les Platform Tools est encore en cours, mais ça reste une priorité, tout comme la gestion du multifenêtre. D'ailleurs, je me permets de faire une toute petite parenthèse car sur l'aspect Platform Views, un projet de démo est désormais proposé pour macOS et ça montre donc que c'est fonctionnel. Et pour le multifenêtre, c'est encore très early, mais l'idée c'est de pouvoir partager les widgets entre les différentes fenêtres. Par exemple, ça peut être, je sais pas, partager le thème ou alors partager des données. Et bien là-dessus, un pipeline owner tree a été créé pour justement ce cas d'usage. Allez, je referme très vite cette parenthèse, car en plus des casual games et des news toolkits, ils veulent en sortir des nouveaux. Alors d'un côté, je comprends bien leur idée de vouloir fournir des projets d'exemple, mais j'ai quand même l'impression que le succès est assez modéré, on va dire. Et enfin, pour ce qui est du plugin Google Maps, aujourd'hui la doc ne fait pas partie de la Google Maps Platform, et on devrait assister à un merge des deux. C'est finalement exactement ce qui s'est passé sur Firebase. Et d'ailleurs, toujours sur Google Maps, ils proposeront bientôt les instructions lorsque vous utilisez la navigation. Voilà donc en gros les changements qui ont été présentés dans cette roadmap. Le reste était déjà connu, par exemple mettre Impeller sur Android ou iOS, ou alors basculer vers le WebAssembly sur le web, ou encore faire du FFiGen ou du GNiGen. Sachant que là encore, il est encore un peu trop tôt pour tirer des conclusions sur l'état d'avancement, parce que tout simplement on n'est qu'en avril. Allez, on quitte cette roadmap pour passer aux nouveautés, et juste avant, Google semble vouloir faire des efforts pour proposer un peu la même chose que cette vidéo, puisque désormais il propose un résumé chaque vendredi soir des commits les plus marquants de la semaine, et ça c'est sur GitHub. Allez, on va pouvoir cette fois-ci vraiment rentrer dans le vif du sujet, et comme je vous l'ai dit au début, l'idée c'est d'aller du plus général au plus spécifique, en commençant par les outils et pour finir par les widgets. Côté outils et Dart, donc c'est sur Twitter que j'ai vu passer l'info, mais sur le package Retry de Google, ils utilisent une section Topics pour indiquer ici Network et HTTP. Alors je sais pas si c'est pour de l'interne, car pour le moment rien n'est visible sur pub.dev et il n'y a pas d'autres packages qui ont fait la même démarche, et sur la doc de Dart il n'y a rien non plus, donc c'est un peu un mystère on va dire. Toujours sur Dart, les fonctionnalités de Dart 3 sont pour le moment utilisables, mais uniquement en appliquant des flags. Mais la bonne nouvelle, c'est que les patterns et les records sont activés par défaut dans le master de Dart, et donc par votre conséquence dans Flutter aussi, et ça permet notamment de retirer 1700 breaks qui étaient inutiles dans les switches du code en Flutter. Sur l'aspect plus outil maintenant, autant sur Android que sur iOS, il est possible de faire du développement sans fil avec des vrais devices. L'idée c'est qu'en utilisant par exemple les commandes Flutter Run ou Flutter Devices, il y aura désormais une distinction entre les émulateurs, les devices branchés en USB et donc ceux qui sont sans fil. Pour ce qui est de l'envoi des variables d'environnement en Dart et en Flutter, on peut utiliser les Dart Define, et si on veut pas trop s'embêter à les envoyer un à un, eh bien on peut passer par un fichier JSON en passant par l'argument qui s'appelle Dart Define from File. Mais jusqu'à présent, on n'a été limité qu'à un seul fichier, et la bonne nouvelle c'est que ce sera désormais possible d'en avoir plusieurs. Et pour vous donner un petit exemple, je m'occupe d'une application qui a un lecteur de code barre et qui peut être déployé sur plusieurs stores. On peut donc avoir des constantes pour MLKit d'un côté, et de l'autre sur le Google Play de manière différenciée. Et enfin, dernier ajout sur cet aspect outil, quand vous voulez faire communiquer du code Dart avec les plateformes, il y a toute la mécanique de méthode channel avec la sérialisation et désérialisation, et forcément ça peut être très rapidement source d'erreur. Et pour ça, il y a Pigeon qui peut générer tout ce code.
D'ailleurs, je fais là aussi une petite parenthèse parce que je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Pigeon. Alors si toutefois vous avez la référence, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Et bon, je referme très vite cette parenthèse, et la vraie info ici, c'est que le support du C++, il est utilisé entre Dart et Windows par exemple, et bien avec Pigeon, ce sera bientôt plus considéré comme expérimental. Voilà donc pour cette première partie, je trouve que l'aspect des Dart Define, il n'est pas à négliger car c'est clairement un cas d'usage que beaucoup d'applis peuvent avoir. Mais allez, on va droit sur Flutter maintenant, et on va aller sur le bug qui était pour moi le plus attendu. Bon, vous allez peut-être rire, mais aujourd'hui sur les text fields, quand le contenu est vide, il affiche le hint, et ça c'est donc normal. Mais le problème, c'est que le curseur, il n'est pas centré, et ça me rendait complètement fou, et la bonne nouvelle, c'est que 3 ans après ce bug, ce sera enfin corrigé. Mais sans aucune transition dans les nouveautés qui ne seront pas nécessairement perceptibles, mais appréciables, il y a la gestion du focus qui va s'améliorer lorsqu'on passe à l'élément suivant, et typiquement quand on a des groupes différents. Vous voyez ici qu'il bascule vers le 1 aujourd'hui, alors qu'il le fera désormais sur le 10. Bon, je suis pas sûr que ce soit encore très logique, mais en tout cas, c'est moins pire on va dire. Par contre, en plus intéressant sur le focus, il existe sur iOS et plutôt sur les iPads d'ailleurs, un geste à 3 doigts qui permet de faire soit l'action d'annuler ou de refaire, le undo redo en anglais si vous préférez, et bien ce geste il sera désormais géré. On poursuit avec du plus visuel et sur la partie matérielle avec tout d'abord les bordures qui peuvent être différentes d'un côté à l'autre, et vous avez ici quelques exemples qui sont quand même plus visuels que mon blabla. Ensuite c'est vraiment du détail, mais sur les bottom sheets, normalement dans la spec, il y a le petit tiret en haut pour montrer qu'on peut ouvrir ou fermer le volet, et bien donc ça va faire son apparition. Cette fois-ci dans les améliorations, le widget Stepper, il va avoir un Step Icon Builder pour permettre de donner des icônes différentes selon chaque étape, et ça peut aussi être pratique pour jouer en fait selon l'état. Si on regarde ensuite l'aspect de Material 3, il y a normalement des barres de recherche ou search bar en bon anglais, et ce sera donc disponible dans la prochaine version. Côté API, ça ressemble pas mal à un text field, mais en un peu plus simple. Encore dans les nouveaux widgets, il y a une secondary tab bar, et j'avoue quand même avoir assez du mal à comprendre son intérêt, parce qu'il y a énormément d'informations à l'écran, mais en tout cas, ça respectera là aussi les guidelines de Material 3. Et enfin, dernière bonne nouvelle sur Material, il y avait jusqu'à présent une bibliothèque faite par Google pour extraire les couleurs dominantes d'une image, mais ça c'était une dépendance, et la bonne nouvelle c'est que vu que Material est énormément basé sur cette notion de couleur, ce sera désormais intégré en Flutter. Bon après, comme d'habitude, allez-y mollo, parce que quand même il faut pas en faire un sapin de Noël. Voilà donc pour les principaux ajouts sur Material, et place donc à Cupertino, et aussi étonnant que ça puisse paraître, il n'existait pas des Cupertino radio button et des checkbox, et c'est donc chose corrigée, sachant que vous aurez aussi des widgets adaptatifs qui feront en fait les if iOS, alors Cupertino sinon Material. Mais quand même, à noter, si vous êtes des purs et durs d'iOS, il n'existe pas en SwiftUI de checkbox pour iOS, mais par contre, pour macOS, oui. Voilà, donc c'était pour la petite info, vous le saurez désormais. Ensuite, pour vraiment les plus pointillés d'entre vous, l'animation entre les pages d'iOS, elle n'avait pas tout à fait la bonne courbe sur la notion de durée, et c'est désormais corrigé. Et toujours dans les choses qu'il fallait vraiment connaître, c'est lorsque vous faites un appui long sur iOS. Si le champ a le focus, ça permet de bouger le curseur. Mais si c'est pas le cas, ça va sélectionner mot à mot. Eh bien, désormais ce comportement sera bel et bien le bon, parce qu'aujourd'hui c'est juste le curseur qui bouge. Voilà donc côté Cupertino, et pour finir, 2 infos rapides. D'une part, le scroll à 2 dimensions, c'est-à-dire à la fois horizontal et vertical en même temps, eh bien ça avance plutôt bien. Et la dernière info, c'est pas forcément une nouveauté, mais j'en profite quand même pour vous le montrer, car depuis Flutter 3.7, on a plein de paramètres qu'on peut donner à Flutter Web, par exemple si on veut forcer l'utilisation du rendu par le CPU sur CanvasKit plutôt que par WebGL. Comme d'habitude, je vous ai mis le lien, et d'ailleurs d'une manière générale, tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est dans la description. Et voilà, c'était tout pour cette sélection, car oui, il y a bien d'autres choses, mais l'idée c'est vraiment de vous fournir un concentré des nouveautés. Si toutefois vous avez des questions sur ce que je vous ai montré par exemple, eh bien n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et de mon côté, je vous invite à aller voir les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne, parce que vous allez voir qu'il y en a quand même plutôt pas mal. Allez, moi je vous souhaite à toutes et tous une très très belle journée, et on se dit à bientôt, et peut-être dans un mois pour le prochain numéro.